Bonjour et bienvenue au rapport du jour. Nous parlons de la situation en Ukraine, de ce qu'il y a à rapporter sur le front, ainsi que de ce qui se passe à l'arrière. C'est sans doute l'une des nouvelles les plus marquantes aujourd'hui. Le service de sécurité d'Ukraine annonce avoir déjoué de nombreux attentats terroristes que le service fédéral de sécurité avait planifiés. Nous voulons en parler ainsi que de tout ce qui concerne le conflit actuel. C'est ce dont il sera question aujourd'hui dans le rapport de situation. Ensuite, comme toujours, il y aura une session de questions-réponses, et environ 30 à 40 minutes après la fin de ce stream, nous continuerons tranquillement sur Twitch. Probablement un peu de War Thunder et peut-être Kingdom Come Deliverance 2. Nous verrons simplement comment ça se passe et ce dont j'aurai envie à ce moment-là. Je propose de commencer par le rapport de situation. Le stream d'aujourd'hui est sponsorisé par CyberGhost VPN. Pour naviguer en sécurité avec un VPN et accéder à des contenus bloqués, cliquez sur le lien dans la description pour profiter de 83% de réduction et 4 mois gratuits avec 45 jours de garantie de remboursement sans risque. Un abonnement soutient la chaîne. Les Ukrainiens ont de nouveau mené des attaques contre l'industrie russe. La raffinerie de Saratov a ainsi été touchée, tout comme la raffinerie d'Orenbourg. Et nous avons également des enregistrements qui montrent ce qui s'est passé là-bas. Voici des images prises sur place. Et comme on peut le voir, des dégâts ont été causés à la raffinerie. Toutes les officiers et servants de toutes ces raffineries ont déjà été attaquées et étant indiquées à de nombreuses reprises. Je crois que Saratov a subi au moins 4 attaques. Orenbourg doit être du même ordre de grandeur. En outre, le terminal pétrolier de Féodossia en Crimée a été attaqué. Et à Tuapse, où les Ukrainiens ont récemment attaqué avec des drones marins, d'autres moyens ont apparemment aussi été utilisés. Ainsi, un grand cratère a été découvert ici sur la plage. Et il est assez improbable qu'il s'agisse d'un drone marin qui ait glissé aussi loin sur la terre ferme avant d'exploser. Des projectiles ont donc peut-être aussi été utilisés ici. De plus, les Ukrainiens sont attaqués une gare à Rostov avec des drones afin de perturber la logistique russe. Nous poursuivons le long du front en commençant par Soumy. De nouveaux rapports d'aujourd'hui indiquent que les Russes auraient encore tenté d'avancer à Reren, comme à plusieurs reprises. Ils ont progressé via des pipelines ou équivalents. Ils auraient tenté cela à nouveau. Cette fois, les Ukrainiens rapportent qu'ils les ont découverts à temps. Et en sortant des tuyaux, les Russes auraient subi de nombreuses pertes. Le reste a été retiré. Selon les informations ukrainiennes, l'attaque aurait été repoussée. Sur le terrain lui-même, je ne peux documenter aucun changement. Et si ce que nous venons d'entendre est vrai, les enregistrements correspondants devraient apparaître dans les prochains jours. Nous avançons vers Vovchansk, où les Russes occupent une nouvelle position. Et de nouveau ici, au nord de Sinelnikov. Ici, dans cette zone boisée, les Russes ont de nouveau été aperçus. Nous voyons donc qu'ils avancent très probablement à travers cette zone boisée dans cette direction. Alors qu'au sud de Vovchansk, ils essaient également d'encercler les défenseurs ukrainiens au sud de la Vovcha. Ceci est donc géolocalisé ici. Mais cela n'implique pas nécessairement un changement territorial. Mais nous voyons d'autres efforts offensifs russes. Aucun changement constaté à Veliki Burluk ni sur l'ensemble du front jusqu'à notre arrivée vers Siversk. Et près de Siversk, les Ukrainiens ont eux-mêmes avancé, et ce dans une zone où les Russes étaient récemment présents. Ici, les Russes ont été récemment présents, maintenant les Ukrainiens sont de retour à l'est de ce lieu, c'est-à-dire à peu près ici, à cet endroit. C'est donc un indice que les Russes n'ont pas pu se consolider, et que les Ukrainiens, de leur côté, soit sont restés là-bas tout le temps, ou alors ont réussi avec des contre-attaques. Voilà pour la direction de Siversk. Nous poursuivons vers Kostiantynivka, où les Russes ont avancé près de Markov. Et en effet, donc, c'est ce que nous avons ici à cet endroit. Ils ont été géolocalisés là, au sud de Markov, à peu près à cet endroit. Ils ont donc réussi à avancer ici, plus à l'ouest du canal, au sud à Kostiantynivka. Nous avons localisé des Ukrainiens dans la localité, précisément là où les Russes étaient nés récemment. Nous constatons qu'il ne s'agissait pas d'une consolidation des positions russes, mais d'un groupe d'infiltration. Et ce groupe a manifestement été vaincu ou repoussé.
Comme je l'ai dit, il y a de nouveau des Ukrainiens à cet endroit, désormais géolocalisés. Cela signifie qu'au sud, les Ukrainiens restent actifs à Kostiantynivka. Reste à savoir s'ils contrôlent réellement et durablement cette zone. Mais cela fait partie de l'évolution actuelle le long du front. C'est-à-dire que du côté ukrainien comme du côté russe, il n'y a pas vraiment de ligne de front fixe. Les Russes essaient pendant ce temps d'encercler Ivanopilia et ainsi de restreindre davantage l'approvisionnement vers le sud. Voici une géolocalisation juste au nord d'Ivanopilia, indiquant la présence russe. Sous-titrage SDF 2020. Sous-titrage du SDF. Sous-titrage du ZDF. Sous-titrage du ZDF, sous-titrage du ZDF. 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 « 2020. Sous-titrage du ZDF 2020, sous-titrage 2020. Sous-titrage ZDF. Sous-titrage ZDF 2020. Sous-titrage de la ZDF 2020.
Sous-titrage ZDF. « 2020 sous-titrage ZDF. » 2020. Sous-titrage du ZDF 2020. Sous-titrage ZDF 2020. Sous-titrage du ZDF, sous-titrage du ZDF. L'arrière essai coupé, tout cela d'une part pour permettre une motorisation, mais aussi pour permettre une sortie immédiate en cas de tir. Bien sûr, la porte d'une voiture ne protège absolument pas contre un drone First Person View, mais elle empêche de sortir rapidement du véhicule. C'est pourquoi les Russes ont modifié plusieurs véhicules, notamment une Bukhanka. Là aussi, on peut voir que d'une part, il est découpé à l'arrière pour créer une surface de chargement, permettant ainsi le transport. Ici aussi, les tourelles manquent encore. Tout cela indique justement comment les Russes opèrent actuellement afin de générer leur mobilité, d'utiliser ainsi le mauvais temps et d'obtenir des succès plus rapides. Et comment ils s'adaptent en même temps. Ici d'ailleurs, un drone sur le bitume de la route. Ce qu'elle fait là, je ne peux évidemment pas le dire dans ce cas, mais cela s'inscrit dans cette logique, cela en fait partie. Je pense que cela ressemble à un fusil à pompe. Oui, je pense que ça doit être un fusil à pompe. En conséquence, nous avons ici même l'exemple d'un soldat russe qui s'est armé, peut-être pour abattre des drones ukrainiens. Nous pouvons donc considérer tout cela comme une bonne illustration de ce qui se passe actuellement le long du front, de ce qui s'y déroule en ce moment. Les Russes mènent une guerre hybride, et les activités de sabotage des Russes se poursuivent et dansent. 10 compartimentos. Des drones sont encore aperçus. Je ne les énumère plus individuellement maintenant, car ce n'est pas mon but, je ne veux pas rallonger inutilement les vidéos et les diffusions juste pour le principe. Je veux dire, ils seront au courant d'une bonne partie que des drones sont aperçus près des centrales électriques, des aéroports, et c'est pratique. Tous les 2 jours, il y a de nouvelles observations de drones. J'ai déjà souvent expliqué que toutes ces observations de drones ne sont évidemment pas d'origine russe. Cela va de soi. En ce moment, l'attention est particulièrement élevée et, par conséquent, on fait particulièrement attention à la présence de drones dans le ciel. Cela peut tout simplement être des touristes qui prennent de belles photos, mais pour l'instant, au moins, cela a cet effet. Les Ukrainiens disent cependant que ceci d'ailleurs, on peut l'ignorer. Je ne sais pas pourquoi il fait du japonais si on les traduit, donc il dit. Les services secrets japonais ne sont pas impliqués, mais le service de sécurité d'Ukraine affirme avoir déjoué plusieurs attentats à Kiev. Le service fédéral de sécurité russe aurait planifié, entre autres, des attentats à l'explosif dans le métro, ainsi que des assassinats à Kiev contre des personnes importantes.
Tout cela a été empêché par le service de sécurité d'Ukraine. Ici, la Russie aurait donc tenté, entre autres, de commettre une série d'attentats en recrutant des Ukrainiens. Les Russes continuent entre-temps à mobiliser du personnel. Ils ont commencé à convoquer d'autres réservistes. C'est ce que rapporte ici Commerçant. Ces réservistes sont mobilisés pour protéger les infrastructures critiques. Nous en avions déjà parlé, que cela venait d'être annoncé du côté russe. Ces réservistes doivent notamment former de petites équipes mobiles, équipées de mitrailleuses lourdes sur véhicules, pour lutter contre les drones ukrainiens. Il n'est pas encore clair que ceux-ci seront déployés pour combattre directement les soldats ukrainiens le long du front. Ce sera prévisible à moyen terme. J'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet expliquant la structure actuelle du personnel en Russie et pourquoi, selon moi, la réserve de mobilité russe sera utilisée. La vidéo complète vient d'être republiée dans le chat. Si vous l'avez manqué, enregistrez-la pour la voir plus tard. Du côté ukrainien, il y a des nouvelles concernant les volontaires étrangers. Ainsi, ici, Le Monde a rapporté Ibrahim Nabahat. Des nouvelles concernent les volontaires étrangers en Ukraine. Et celui qui rapporte. Et ainsi Le Monde ici, Ibrahim Nabahat rapporte pour Welt. Les documents sont aussi accessibles via une simple recherche Google en utilisant le titre. J'aurais dû oublier de vous poster le lien. Il y a notamment expliqué que vous le faites délibérément afin de pouvoir ensuite vous construire une existence chez vous avec l'argent. La Colombie compte parmi les pays les plus pauvres. Et là-bas, 3 000 € par mois représentent évidemment un revenu considérable, qui peut à moyen terme permettre d'assurer son propre avenir. C'est du moins le cas là-bas. Tel est le plan. J'ai moi-même appris que des citoyens panaméens combattent également aux côtés des Ukrainiens. On verra bien si quelque chose se présente à l'avenir. Mais encore une fois, c'est une remarque intéressante et aussi des chiffres intéressants concernant les volontaires étrangers. Nous avons ensuite d'autres informations sur les questions économiques. Le Kremlin a publié une conversation que le chef de la Sberbank a eue avec Vladimir Poutine. Et là, le chef de la Sberbank rapporte que les portefeuilles de crédits de crédit diminuent, que les Ukrainiens, que les Russes ont moins de crédits privés et que le nombre diminue donc en conséquence. Nous en avons déjà parlé et une vidéo sur l'économie russe traitant aussi ce sujet sera publiée prochainement. Du côté russe, les taux d'intérêt élevés et en même temps la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation ont fait en sorte qu'une lente et constante appauvrissement de la population russe se produit et en même temps, les crédits ne sont plus abordables. Tout cela met la Russie sous pression d'un point de vue économique et détériore ainsi constamment la situation russe. Mais nous avons aussi des nouvelles d'Ukraine. Est-ce que j'ai cliqué ici maintenant ? Peu importe. Le ministre ukrainien de la Justice a-t-il été suspendu en raison d'accusations de corruption ? Ici, bien sûr, cela est rendu public. J'ai déjà vu sur des agrégateurs de nouvelles que les médias russes et le gouvernement russe mettent en garde contre cela. L'OTAN et les Européens, que leur argent irait bien sûr aux Ukrainiens corrompus, cela est évidemment exploité de manière propagandiste parfaite par les Russes. Cependant, il faut dire clairement que personne ne devrait être surpris que la corruption existe en Ukraine. Cela était déjà connu auparavant. Et si l'on regarde l'indice de corruption, l'Ukraine est certes à une mauvaise position, mais la Russie est à une position encore pire. La différence ici, cependant, c'est que du côté ukrainien, la tolérance envers la corruption diminue drastiquement. Cela signifie que du côté russe, la corruption continue et qu'elle est très peu punie publiquement, tandis que du côté ukrainien, il y a de moins en moins d'acceptation du fait que les politiciens soient corrompus. La volonté d'accepter cela a drastiquement diminué, alors qu'en même temps, une guerre pour sa propre survie est menée.
Il faut donc comprendre qu'il s'agit aussi de cas de corruption survenus en partie avant la guerre. Ils sont actuellement examinés et rendus publics en urgence. Et il faut probablement voir cela comme un signe positif, que justement les personnes corrompues soient maintenant punies, au lieu que tout cela soit caché sous le tapis. Et c'est tout pour le rapport de situation à ce stade. Nous n'avons pas un rapport extrêmement long, il ne s'est pas passé grand-chose le long du front. Nous traiterons immédiatement toutes les questions lors de la session de questions-réponses, comme d'habitude. Cela signifie que si vous avez des questions concernant l'évolution actuelle, vous devriez rester avec nous, car nous allons continuer tout de suite. À ce stade, je tiens déjà à vous remercier. Si cela vous a plu jusqu'à présent, je serai ravi d'un pouce levé. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.